Avec la perte des xénomorphes sur Atlas Hope, la Weyland-Yutani avait subi un revers dévastateur. La disparition tant dommageable que compromettante de la quasi-totalité de ses propres recherches et de tous ses précieux spécimens. Pourtant, malgré un déclin plus qu'évident semblant bel et bien tendre vers un dénouement des plus catastrophiques, en réalité la Weyland-Yutani disposait d'ores et déjà d'une insoupçonnable roue de secours. Un complexe de recherche hautement confidentiel entièrement tourné vers la programmation et le développement de logiciels en tout genre, d'intelligence artificielle, et bien évidemment, d'une hypothétique militarisation des fameux spécimens XX-121, les redoutables xénomorphes. Aussi connue sous l'appellation de Forge Froide, la station isolée RB232 venait ainsi d'hériter de la lourde responsabilité de prendre le relais, tout en portant sur ses épaules les derniers espoirs de la méga-corporation. Et fatalement, l'état de faiblesse de la Weyland-Yutani eut pour effet de brusquement susciter toutes les convoitises. Certaines des plus grandes entreprises voyant la déchéance du colosse de l'industrie high-tech, le moment opportun pour dépouiller la firme de tous ses travaux et de mettre la main sur un tout autre projet bien plus prometteur. Un programme des plus louables et secrets furtivement financé par un détournement massif des ressources de la Weyland elle-même et projetant de développer un certain remède potentiellement capable de non seulement sauver la vie de sa propre créatrice, mais aussi de venir à bout de n'importe quelle maladie génétique. C'est ainsi que la station fut malencontreusement victime d'un sabotage secrètement orchestré par le conglomérat Sixon, visant à s'accaparer tous les travaux de la firme tout en profitant de sa délicate situation pour lui affliger un coup potentiellement fatal. Une catastrophe des plus meurtrières qui avait certes permis à Sixon d'un tant soit peu prendre sa revanche sur sa rivale de toujours, mais au prix de nombreuses vies. L'ensemble du personnel de la dite Forge Froide ayant hélas tous péri soit dans l'infestation même du complexe, soit plus encore lors de sa propre destruction, et ne comptant malheureusement que 2 survivants. Un certain synthétique répondant au nom de Marcus et la créatrice du fameux sérum elle-même, le docteur Bluegrace Marsalis. La Weyland-Yutani avait échoué, et malgré la récupération de sang appartenant à Ripley directement prélevé sur Fiorina 161 en vue d'un hypothétique usage ultérieur, le sacrifice du lieutenant qui s'ensuivit n'avait eu pour effet que de précipiter davantage la sinistre compagnie vers sa propre fin. Bon alors déjà, comment est-ce que la Weyland était parvenue une énième fois à trouver des xénomorphes, ça on n'en sait rien. Que ce soit sur la station LV4440 ou même sur l'Europa, enfin si t'as vu l'épisode 8 bien sûr, on sait pas. Ce qui est d'ailleurs très saoulant je trouve, et même un peu gros. Parce qu'au final, on dirait que la Weyland a toujours une échappatoire qui pop on ne sait d'où. Enfin bref, toute cette petite mise en bouche nous vient du roman Alien The Cold Forge, la Forge Froide. Une histoire se déroulant quasiment en même temps qu'Alien 3ème du nom et qui a même eu droit à une suite intitulée Alien Into Charybdis, et qui a priori se déroulerait aux alentours de l'année 2184. Bon pour le coup, celui-là je vais pas m'étendre dessus, je vais juste me contenter de le mentionner. Car personnellement, niveau histoire, je trouve que ça part un petit peu trop en biberine. Et puis de toute façon, c'est pas le sujet du jour. Aliens Dark Descent, un jeu qui aura bien marqué tous les fans de la saga, et ce malgré un gameplay très particulier car reprenant la formule classique au possible des bons vieux RTS, jeu de stratégie en temps réel quoi. Alors le jeu est vraiment génial, mais malheureusement l'histoire qu'il nous propose est bourrée de trous scénaristiques. Mais vraiment, elle est top, y a pas de problème là-dessus. Mais c'est un putain de gruyère. Un puzzle incomplet dont les pièces manquantes n'existent tout simplement pas. Et donc pour cet épisode, et surtout afin de vous délivrer une histoire à minima cohérente au possible, j'ai été un peu obligé par la force des choses à prendre quelques petites libertés, histoire de bien rattacher tous les wagons quoi. Bon par contre, t'inquiète surtout pas, le plus gros de l'histoire, lui il bouge pas. Mais il y a quand même des petits trucs qui auraient mérité davantage d'explications. Enfin tu verras. Mais ceci étant dit, laissez-moi donc vous raconter ce qui est probablement en ce qui me concerne l'épisode le plus sombre de toute la saga Alien. Et pour bien faire, un petit retour en arrière de quelques décennies s'impose. Salut tout le monde, c'est William Stark, et préparez-vous à descendre dans les tréfonds du gouffre de la folie humaine. Notre histoire commence quelque part aux alentours du début de la deuxième moitié du 22e siècle, sur la lune de Lycie. Un astre autant isolé que lointain, situé juste à la frontière du vaste territoire de la Fédération des Amériques Unies.
que trop souvent décrite et considérée à tort comme une planète, la Lune fut initialement colonisée par des colons idéalistes, cherchant tout simplement à s'émanciper de la société tout en refusant de se soumettre à la dure loi du capitalisme et donc de se préserver de la voracité des grandes entreprises. Un véritable paradis perdu et occulté au fin fond du cosmos, mais dont l'idéalisme fut très rapidement rattrapé par sa propre utopie. En effet, lors d'une banale prospection routinière, la découverte plus qu'inattendue d'un certain type de minerai avait malheureusement placé la Lune de Lycie sous le feu des projecteurs. Un certain type de roche très prisé de part et d'autre de la galaxie, plus connu sous le nom de trimonite, et dont l'extrême rareté avait inévitablement suscité toutes les convoitises, jusqu'à ce que la Weyland-Yutani ne finisse par annexer la Lune. Réduisant dès lors à néant tous les efforts des premiers colons, tout en privatisant la Lune de Lycie pour le compte d'une coentreprise alliant la Weyland-Yutani à la Fédération des Amériques Unies. Finalement, tout ce que redoutaient tant les autochtones de Lycie avait fini par se produire. Leur petit jardin d'Éden venait malheureusement d'être découvert en plus d'être complètement restructuré en un gigantesque avant-poste industriel, et tous sans exception œuvraient désormais sous la bannière de la Weyland-Yutani. Une gigantesque station spatiale sera ensuite placée en orbite de la Lune, prête à recevoir et à stocker au mieux les potentiels stocks de minerais à venir. La fameuse station Pioneer, sorte de plaque tournante pour le personnel de la Weyland et pour les marines en charge de la sécurité du site, mais faisant surtout et avant toute chose office d'entrepôt à Trimonite. C'est ainsi que dans des conditions relativement proches d'un esclavagisme moderne, les autochtones de Lycie n'eurent alors d'autre choix que de se plier aux exigences de leur nouvel employeur. Travaillant jour et nuit afin d'arracher le précieux minerai des entrailles de la Lune, avec une interdiction stricte et formelle de quitter les lieux. Un peu à l'instar des employés de la Weyland sur la colonie Jackson Star, j'imagine, aperçus au début d'Alien Romulus. Quelque part au cours de cette même période, un certain Jonas Harper verra le jour au sein même de la Lune de Lycie. Une certaine naissance de proximité en apparence tout à fait ordinaire, mais qui avec le temps s'avérera bien plus tard n'avoir définitivement rien d'anodin. Et je reviendrai là-dessus plus tard. Néanmoins totalement inconscient de sa mystérieuse et latente condition, le jeune Jonas Harper grandira de manière tout à fait commune et finira même par se marier quelques années plus tard avec une certaine Becca. Un amour des plus forts et sincères qui donnera ainsi naissance à la toute jeune Cassandra, héritante par la même occasion des mêmes facultés que son père. Et encore une fois, je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo. Mais malheureusement, alors que la jeune enfant apprenait encore à marcher, Becca tombera brusquement malade et finira tristement emportée par la maladie, laissant derrière elle une famille profondément endeuillée, ainsi qu'un mari plus que dévasté et manifestement bien incapable de remonter la pente. Et c'est ainsi que Jonas Harper prendra la soudaine décision de rejoindre les forces des Marines coloniaux, le père de famille souhaitant ardemment s'éloigner autant que possible de cette dure épreuve, mais creusant aussi et par conséquence un certain fossé entre lui et sa propre fille, pour rappel Cassandra. Sur Lycie, les carrières de trimonite commenceront rapidement à se raréfier, ne faisant malheureusement qu'accentuer la situation déjà très austère de ses habitants et entraînant progressivement une certaine négligence de la part de la Weyland. En clair, la quasi-totalité des mines de trimonite étant épuisées, la Weyland ne fait plus vraiment attention à ses employés. Plus de rentrée d'argent et une diminution drastique de l'importation des ressources vitales, ne faisant ainsi qu'attiser davantage la rancœur et la haine des colons, l'élastique est bien tendu jusqu'à atteindre un absolu point de rupture. Nous sommes en 2177, et la Weyland-Yutani venait de franchir une certaine ligne rouge. En effet, en plus de la surexploitation de ses propres employés, une certaine loi imposée aux grandes dames des colons avait fini par pousser les autochtones de Lycie à l'insurrection. Un décret obligeant l'ensemble des colons à se faire implanter une certaine puce permettant à la compagnie de tracer tous leurs faits et gestes. Un peu comme sur Adless Hope si tu veux. En clair, la Weyland-Yutani venait de faire une sorte de 49-3. Et ça pour les colons, c'était la goutte d'eau. Rapidement dépassée par les événements, la Weyland-Yutani n'aura alors d'autre choix que de faire appel au corps des Marines coloniaux afin d'urgemment mettre un terme au soulèvement en cours. Certains rebelles tenteront alors le tout pour le tout en détournant l'USCSS Montero, un certain cargo de classe M opérant pour le compte de la Weyland, et lequel sera rapidement appréhendé et ramené à bon port par Jonas Harper. Harper venait ainsi d'enrayer la révolte des colons, mais bien qu'il avait été en partie responsable de la défaite des émeutiers, et donc quelque part de la victoire de la Weyland, il comprenait néanmoins leur haine et leur rancœur, ne pouvant s'empêcher de se remettre lui-même en question et de se demander si finalement, avec un certain recul, s'il ne se trouverait pas lui-même du mauvais côté de l'échiquier.
Mais malgré l'envergure des derniers événements, les travaux de minage reprendront malheureusement en total dédain des dernières revendications des colons. La lune de Lycie s'apparentant désormais davantage à un véritable goulag bien loin de ce qu'elle fut à l'origine, et ses précieux dépôts de trimonite n'ayant de cesse que de drastiquement se raréfier, obligeant même les mineurs à forer au plus profond des entrailles de la dite lune, jusqu'à ce qu'une trop grande percée au nord de Lycie ne finisse malencontreusement par révéler un secret depuis trop longtemps oublié. Les colons venaient ainsi de mettre à jour les vestiges d'une obscure et millénaire cité antique. Une sorte de temple occulté au cœur même de Lycie, abritant des centaines d'ovomorphes en sommeil dont une certaine variante bien plus grande qu'à l'accoutumée, et dont l'architecture grandiloquente ne pouvait indubitablement que faire écho au défunt peuple Malakak. Bon alors déjà je vais faire un petit aparté ici parce que je te vois déjà venir. Non, il ne s'agit pas de Malakak, mais plutôt selon moi d'un proche cousin ou même pourquoi pas d'une de leurs créations. Car même si les fossiles qu'on découvre dans le jeu y font irrémédiablement écho, ils n'en demeurent pas moins beaucoup plus grands. Et à voir de plus près, même leur crâne ressemble davantage à une sorte de jonction entre un Malakak et le fameux Space Jockey du premier Alien. Mais bref, dans un premier temps il n'est pas à exclure que ces créatures, les anciens, vouaient un peu à l'instar de leurs cousins une sorte de culte aux xénomorphes. D'ailleurs l'espèce de faisceau bleu sur le sol confirme bien que les deux espèces partageaient plus ou moins la même technologie, sur certains aspects du moins. Et considérant l'espèce d'autel des sacrifices qui nous est présenté dans le jeu, et bah m'est avis qu'on peut facilement déduire que certains de ces anciens pouvaient volontairement servir d'hôtes à xénomorphes, tandis que d'autres plus malchanceux pouvaient très bien y être assignés contre leur gré, donnant ainsi naissance à une toute nouvelle espèce de xéno reprenant certaines des caractéristiques propres à leurs hôtes d'origine, comme la taille ou même l'absence de guibole. Oui parce que je peux me tromper mais quand tu regardes bien les images, et ben on dirait bien que les anciens ils avaient pas de guibole. Et qui dit nouvelle espèce de xéno, dit potentiellement nouvelle espèce de reine, et donc par extension, nouveau type d'ovomorphe. Bon après on pourrait même aller encore plus loin dans les spéculations et très bien s'imaginer que comme les Malakak avant eux, ou même après, ça on sait pas, et bah que les anciens auraient très bien pu perdre à leur tour le contrôle sur les créatures, et donc qu'ils auraient probablement été contraints et par la force des choses à sceller eux-mêmes l'accès à leur propre temple. Mais dans un deuxième cas de figure, si au final les anciens ne s'avéraient n'être rien de plus qu'une énième création des Malakak, et bah il faut pas non plus oublier qu'à l'époque ces derniers avaient envoyé des ovomorphes de part et d'autre de l'univers afin d'effectuer une sorte de tri entre les espèces les plus méritantes. Épisode 1. Bon même si personnellement je suis plus partisan de la première théorie. Mais là attention, prends surtout bien note que tout ce que je te dis là concernant le peuple des anciens n'est pas factuel. Il faut vraiment que tu prennes ça avec de très très grosses pincettes. Car pour l'heure on n'a absolument aucune information les concernant. Si ce n'est que ce ne sont pas des Malakak. Mais ça de façon normalement au premier coup d'œil tu le comprends tout de suite. Mais si jamais tu veux quand même approfondir le sujet, et bah je te renvoie vers cette vidéo de Wiki Aliens. Mais la découverte d'un tel lieu coïncidera curieusement avec l'apparition tant soudaine qu'énigmatique d'inexplicables maux de tête ainsi que d'étranges visions chez la toute jeune Cassandra. Comme si les mineurs eux-mêmes venaient innocemment de déterrer un certain pouvoir dont les capacités s'étendaient bien au-delà de la simple compréhension humaine, et dont les mystérieuses émanations permettaient vraisemblablement à certains élus d'être reliés d'une manière ou d'une autre au temple des anciens, voire même aux xénomorphes eux-mêmes. Bon, je vais rester très vague sur ce sujet parce qu'actuellement on ne connaît pas vraiment, voire même pas du tout d'ailleurs, l'origine ni même le fonctionnement du phénomène. Qu'ils proviennent juste du temple ou même directement des xénomorphes, pourquoi pas. Bon, même si on peut facilement en déduire qu'en leur temps, les anciens auraient très bien pu trouver un moyen quelconque d'interagir psychiquement avec les xénos. Mais toujours est-il que Cassandra, quant à elle, la fille d'Harper, si t'as bien tout suivi jusque-là, commencera rapidement à faire preuve de certaines capacités pour le moins troublantes. En effet, la fille du sous-officier semblait bel et bien avoir développé certaines aptitudes lui permettant de non seulement interagir indirectement avec les créatures, mais également d'affluer dans une moindre mesure directement sur elles. En clair, elle pouvait plus ou moins les contrôler, mais de manière assez ponctuelle et aléatoire. Ça marchait pas à tous les coups, quoi. Prouvant ainsi et très clairement que certaines personnes demeuraient néanmoins plus réceptives que d'autres quant aux émanations psychiques du temple. Mais en se basant sur quels critères ?
Ça on n'en sait rien. Bon là par contre ne perds surtout pas de vue que j'ai pris quelques libertés, parce qu'on ne sait pas vraiment quel âge avait Cassandra au moment des faits. Mais toujours est-il que comme je te l'ai dit tout à l'heure, en réalité Cassandra avait tout simplement hérité de la même sensibilité accrue que son père. Sauf que lui, étant aux abonnés absents, il le sait pas encore. Il n'est pas présent sur l'ICI et donc par conséquence dans l'immédiat il ne manifeste aucun symptôme particulier. Les quelques mineurs témoins des événements parviendront néanmoins et pendant quelques temps à passer leur découverte sous silence, préférant garder le secret afin de ne pas attirer davantage l'attention de la Weyland, mais aussi et surtout afin d'occulter au plus profond de leur être une bien funeste fascination naissante. Loin de là. En raison d'une forte densité de population ainsi qu'à certains manques de ressources évidents au sein même de ses propres frontières, la Fédération de l'Union des peuples progressistes tentera alors de repousser au mieux les limites de son propre territoire, accélérant ses efforts quant à la colonisation de l'espace et entraînant par conséquent de nombreux conflits opposant sa propre branche militaire au corps des Marines coloniaux. Oui, parce que pour rappel, dans la sphère d'Alien, l'univers est principalement régi par 3 grandes fédérations, dont j'ai brièvement parlé dans l'épisode précédent d'ailleurs. L'Empire des Trois Mondes, les Amériques Unies, et pour finir, l'Union des peuples progressistes. Et notez bien ici que je parle bien de fédération, et non de corporation. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette petite parenthèse et moi je continue. Nous sommes de retour sur la lune de l'ICI, et le forage vers le temple des anciens ayant malencontreusement laissé une brèche grande ouverte menant directement à la surface, les témoignages mentionnant la présence de monstres errant en totale liberté dans la région polaire du nord de la lune commenceront à se multiplier, attirant fatalement la dite compagnie tout en ravivant tous ses espoirs, et laquelle s'empressera dès lors d'immédiatement saisir et d'isoler toute installation communiquant avec la mine. Une petite équipe de chercheurs menée par un certain Joseph Marlowe sera ensuite dépêchée sur place, et afin d'anticiper au mieux toute potentielle infestation massive à la fois sur et hors de la Lune, la Weyland-Yutani adjoindra secrètement à ses propres directives une certaine sécurité supplémentaire. Le protocole Cerberus, un ordre visant à mettre en quarantaine toute une planète en cas d'épidémie massive et empêchant tout trafic entrant ou sortant de l'astre en question au moyen d'un impressionnant réseau de satellites de défense. Et si ce même protocole n'était pas annulé après un certain temps, il entrait alors dans une seconde phase beaucoup plus punitive, laquelle impliquant la stérilisation complète de la planète par une force de frappe nucléaire. Mais ceci étant, même les administrateurs les plus haut gradés de la Weyland-Yutani capables d'activer ou non le protocole Cerberus, comme les administrateurs de la station pionnière par exemple, n'étaient pas plus au courant que ça de ce qui se passait réellement sur l'ICI. Donc à partir de là, on peut très facilement s'imaginer que la Weyland-Yutani aurait très bien pu mentir à ses propres employés quant à la véritable raison d'être d'une telle mesure de sécurité. Par exemple en prétextant à tort vouloir tout simplement anticiper une potentielle nouvelle rébellion un peu à l'instar de celle de 77. Mais ça là, c'est moi qui le dis. Sur l'ICI, le docteur Marlowe commencera peu à peu à sombrer dans les tréfonds d'un fanatisme destructeur, voyant les créatures un tout autre intérêt qu'une simple et potentielle implication militaire, conséquence probable d'une exposition prolongée aux mystérieuses émanations du temple, et interprétant désormais davantage la naissance d'un xénomorphe comme une sorte de transcendance, plutôt que comme une véritable fin en soi. Et c'est à partir de là que certaines dérives sectaires commenceront à apparaître, le docteur Marlowe vendant à qui voulait bien l'entendre les vertus et mérites d'une doctrine glorifiant une certaine transition évolutive par le biais des xénomorphes, pour ne pas dire sacrifice. Le docteur Marlowe voyant surtout en les xénomorphes un accès, une porte vers un stade supérieur, en bref une évolution dite naturelle. De plus en plus de colons influençables et sensiblement désespérés de par les actions immorales de la Weyland rejoindront alors la cause de Marlowe.
buvant sans la moindre retenue toute la propagande de celui qu'ils appelaient désormais le père, et venant ainsi jour après jour grossir les rangs d'une véritable secte en plein essor, et arborant dorénavant le nom de Darwin Era. L'ère Darwin était née, et de là on peut encore une fois très facilement s'imaginer que les cultistes totalement désabusés par la Weyland auraient très bien pu voir également les xénomorphes un potentiel moyen de s'affranchir de l'oppression de la compagnie. Marlowe sollicitera ensuite l'appui de la Weyland afin que toute installation située au nord de l'ICI soit immédiatement reconvertie en tant que gigantesque laboratoire de recherche, désormais renommé la base du Tantale, lui offrant dès lors tous les fonds et matériaux nécessaires pour le bon déroulement de ses futures expériences, tout en lui garantissant un accès illimité au site de Fouidolduvaï, là où se terrait le mystérieux temple. L'objectif de Marlowe était de réussir une transcendance parfaite, dans le sens où il était intimement persuadé qu'il existait forcément un moyen de donner naissance à un xénomorphe, tout en conservant la conscience même de son hôte d'origine. En somme, une sorte de coexistence plus qu'adéquate, voire même divine pour certains, entre l'homme et l'organisme parfait. Les nouveaux partisans de l'ère Darwin ne cessaient de se multiplier, ne faisant ainsi qu'offrir davantage de cobayes à leurs nouveaux mentors, tout en laissant graduellement croître le nombre de xénomorphes présents sur la Lune. Les nombreux cultistes complètement endoctrinés n'hésitant pas une seule seconde à courber l'échine face aux créatures, et se glorifiant même d'être prêts à mourir pour mieux se réincarner. Les darwiniens, on va les appeler comme ça, accordaient donc une foi sans faille envers leur nouveau gourou, et surtout envers les fameux xénomorphes, à tel point que même pour la plupart d'entre eux, la simple notion de sacrifice était tout bonnement devenue synonyme de dévotion, ou d'honneur, persuadés à tort que le simple fait de mourir de par la naissance d'un chestbuster n'était rien d'autre qu'une renaissance. Cependant, et là c'est assez paradoxal, puisque malgré leur profond credo, les darwiniens ne voyaient pourtant aucune objection à séquestrer non seulement un nombre relativement conséquent de xénomorphes, mais aussi et surtout de reines aliens, afin de profiter d'une certaine abondance d'ovomorphes bien sûr. Fruit de ses propres recherches et surtout en dépit d'un objectif des plus chimériques, le docteur Marlowe parviendra néanmoins et contre toute attente à partiellement atteindre son but. La création d'un certain dispositif expérimental baptisé Embryostatis, permettant dès lors de ralentir drastiquement le développement d'un chestbuster au sein même des entrailles de son hôte. Alors par contre, comment ça fonctionne, ça j'en sais foutre rien, et je crois d'ailleurs que personne ne le sait vraiment. Mais, et là on va ressortir les grosses pincettes, parce que quand je vois ça, là, les espèces de tubes bleus étincelants que les gaz ont dans leur dos, et bah moi personnellement ça me rappelle de beaucoup l'espèce de brume bleue qu'on avait déjà vue dans la soute à ovomorphes du fameux Derelict. Et là si tu connais un tant soit peu la vocation de la chose, à savoir de maintenir les ovomorphes dans une sorte de stase, et bah normalement tu dois commencer à voir là où je veux en venir. Car attendu que oui, effectivement je pense très fortement qu'il n'est pas à exclure que Marlowe était parvenu de par son génie à reproduire dans une moindre mesure certaines des technologies propres au peuple des anciens, et donc par extension aux fameux ingénieurs, à reproduire ou même à isoler la fameuse brume bleue pour ensuite la détourner de sa fonction originelle en appliquant ses vertus non pas sur les ovomorphes, mais bel et bien directement sur les chestbusters. Une incontestable avancée pour les travaux de Marlowe, et qui en plus d'apporter une certaine symbiose entre les deux protagonistes conférait également aux porteurs l'incroyable possibilité de librement pouvoir se déplacer parmi les xénomorphes. Véritable porte-étendard du dogme de l'ère Darwin, offrant désormais un avantage des plus déconcertants pour tout réfractaire opposé au culte, et dont Marlowe attribuera rapidement le statut d'inquisiteur, voire même de bras armé de la paroisse. Aussi connu sous l'appellation de gardien, c'est à partir de là qu'une certaine hiérarchie commencera doucement à prendre place au sein de la secte. Et si jamais tu veux en savoir un peu plus sur cette fameuse hiérarchie, je te renvoie encore une fois vers la chaîne de Wiki Aliens. Mais toujours est-il que tu noteras que j'ai bien précisé que le Dr Marlowe était parvenu partiellement à atteindre son but.
partiellement. Et pourquoi? Eh bah tout simplement parce qu'au bout du compte, la finalité restait la même. Les Chestbusters venaient au monde après une période d'incubation certes rallongée, mais sans pour autant faire preuve d'une éventuelle conservation de conscience, on va dire, potentiellement héritée de leurs hôtes d'origine. Et c'est quelque part par là que Marlowe entendra parler des incroyables capacités d'une certaine adolescente jusque-là oubliée, la fille du sergent Jonas Harper, la fameuse Cassandra. D'une manière ou d'une autre, Marlowe comptait bien profiter des mystérieuses aptitudes de Cassandra à son avantage, voyant en elle une aberration tout bonnement miraculeuse, allant bien au-delà d'un simple chaînon manquant. Une représentation quasi divine, la clé qui pourrait potentiellement lui permettre à lui ainsi qu'à tous ses adeptes d'enfin pouvoir accéder au stade supérieur. Il s'arrangera alors pour kidnapper en toute discrétion la jeune adolescente, faisant dès lors de Cassandra un cobaye des plus cruciales pour ses expériences. À ce moment-là, la Weyland-Yutani ignore qu'elle a totalement perdu le contrôle sur l'ICI. En fait, faut bien comprendre que pendant des années, personne ne se doutait qu'une véritable secte opérait furtivement sur la Lune, et pas même la Weyland. L'ère Darwin donne habilement le change en coopérant avec la firme, elle répond à toutes ses exigences, mais toujours sous couvert du nom de cette dernière. Bref, un engrenage et une mascarade parfaite, l'anonymat étant pour l'heure leur meilleure arme. Quant aux colons, ou du moins ceux qui sont au courant, c'est soit ils adhèrent au dogme du culte, soit ils finissent comme cobayes, et parfois même les deux. Et malgré un accroissement constant du nombre de disparitions signalées, et petit à petit la balance s'inverse et l'ère Darwin prend peu à peu, et sans même que personne ne suspecte quoi que ce soit, le contrôle de l'ICI. Mais malgré sa grande jubilation et son impatience plus que palpable, Marlowe demeurait néanmoins très bien conscient que les mystérieuses émanations du temple commençaient lentement mais sûrement à le ronger de l'intérieur. Il perd de plus en plus la tête et le pire c'est qu'il le sait. Et donc afin d'anticiper toute maladresse, tout pétage de plomb ou même pire, il concevra alors plusieurs clones synthétiques de lui-même, de manière à maintenir la secte en état, tout en déléguant le suivi de ses propres travaux. Trop impatient d'être enfin reconnu en tant que tel au sein même de la ruche et d'enfin pouvoir atteindre son propre nirvana, une étrange initiative résonnant davantage comme une sorte de testament et de dernière volonté. Le docteur Marlowe descendra une dernière fois dans la mine d'Olduvai, appelant ce qu'il considérait comme étant de véritables sauveurs célestes à bien vouloir se saisir de lui. Puis plus rien. Et comme tu peux bien t'en douter, en réalité, Marlowe venait d'être exaucé, victime d'un facehugger quoi. Donc à partir de là, la Weyland-Yutani n'aura plus jamais de nouvelles de lui. Ses clones synthétiques prendront immédiatement la relève, et l'ère Darwin continuera de furtivement tromper la compagnie. D'où le fait que manifestement jamais personne à la Weyland ne viendra à véritablement se soucier de la disparition de Marlowe. La compagnie continuait de recevoir des résultats quant à ses recherches sur les xénomorphes, et c'est tout ce qui comptait quoi. Des mois puis des années s'étaient écoulés, et malgré la disparition de Marlowe, l'ère Darwin n'avait jamais véritablement cessé de croître et infiltrait désormais la quasi-totalité des infrastructures de l'ICI. Civils, mineurs ou même employés de la Weyland, les cultistes étaient partout, camouflant au mieux leur nouvelle raison d'être et témoignant ainsi d'un endoctrinement des plus sévères et manifestement irréversibles. Et malgré l'absence de toute véritable avancée significative quant aux recherches menées sur Cassandra, leur volonté d'étendre leurs propres convictions au-delà même des frontières avait atteint son paroxysme. Pour les cultistes, il était désormais temps de voir plus loin, de voir plus grand, de faire connaître la sainte parole de l'ère Darwin aux quatre coins de la galaxie et de rallier l'humanité tout entière à leur propre cause. Les Darwiniens conviendront alors de mener une attaque simultanée visant d'une part à convertir ou à supprimer les derniers dissidents de l'ICI, et d'autre part à forcer le blocus de la Weyland en s'attaquant directement à la station pionnière. Un volontaire sera alors désigné parmi les nombreux paroissiens de la secte, profitant au demeurant d'une banale mission de ravitaillement pour s'infiltrer à bord de la station elle-même, et lequel offrira enfin à la Weyland le Graal dont elle avait toujours rêvé. La Weyland-Yutani voulait des xénomorphes, et elle allait très bientôt en avoir.
J'espère que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le liker, à le partager, à vous abonner à la chaîne et tutti quanti. Bon, sinon, il y a aussi l'histoire des boosts là, mais je sais pas trop comment ça fonctionne et ça m'a l'air assez aléatoire. Mais bref. Merci à toutes et à tous d'être restés jusque là, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Et tchuss!